Voilà, cette présentation concerne désormais le chapitre relatif au respect de la vie privée. Alors, vous le savez probablement, mais nous disposons tous d'un droit au respect de la vie privée. C'est un droit qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un droit qui est consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est un droit qui en Belgique est consacré par la Constitution, par des réglementations encore plus particulières. Alors il est vrai que le droit au respect de la vie privée, tout le monde le connaît maintenant, mais ça ne parle pas nécessairement. Il y a 20 ou 30 ans d'ici, c'est un droit qui n'était pas, ne sensibilisait pas en tout cas trop les gens, en ce sens que l'informatique certes existait, mais n'était pas extrêmement transparente, était plutôt cachée, était utilisée certes par les administrations, par les entreprises, mais voilà, les citoyens, les individus n'étaient pas nécessairement conscients des traitements qui étaient faits de leurs données à caractère personnel. Maintenant, il faut avouer qu'avec le développement de l'Internet, cela a pris un nouveau visage, et ce nouveau visage fait que maintenant les citoyens, et particulièrement les individus internautes, sont beaucoup plus sensibilisés au fait que il peut y avoir des atteintes à la vie privée lorsqu'on traite ces données à caractère personnel ou lorsqu'on traite les données d'autres personnes à caractère personnel. Alors, bien entendu, on parle de vie privée, on parle de protection des données à caractère personnel, on vise évidemment, bien entendu, la même chose. Alors, c'est vrai que le développement de l'informatisation, qui existe certes depuis très longtemps, mais le développement de l'informatisation, le développement de l'automatisation des traitements, de plus en plus de l'interconnexion entre les différentes bases de données qui contiennent pour certaines des données à caractère personnel, bien entendu, tous ces développements défient la protection de la vie privée reconnue aux gens, et on constate que de plus en plus, nous sommes tous fichés. Alors, en soi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est grave automatiquement, mais il est vrai que ces moyens informatiques permettent d'éventuels abus, et dès lors qu'on les utilise à des fins mal intentionnées, ça peut donner lieu à des abus qui peuvent être extrêmement graves. Et le législateur a voulu réagir par rapport à ça. Alors, le législateur n'a pas pour but d'interdire les traitements de données à caractère personnel, mais de les accompagner, de les réglementer, de faire en sorte que, à tout le moins, ces traitements se fassent dans la transparence. C'est le droit de savoir. On veut que toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées par d'autres sache exactement quelles sont les données qui sont collectées et à quelle fin. Quel est l'objectif de ce traitement? Et si nécessaire, on lui reconnaît aussi un droit d'agir. Ce sont deux droits évidemment fondamentaux, un peu vulgarisé ici, mais de droits fondamentaux, donc le droit d'agir à certaines conditions pour faire en sorte que, en cas d'abus ou en cas de non-nécessité de ces données à caractère personnel, on puisse mettre fin à ces traitements. Alors, bien entendu, Internet a amplifié ce phénomène de fichage parce que, au-delà du fait que les entreprises, avant, collectaient volontairement des données à votre égard, de plus en plus, vous fournissez vous-même les données. Pensez simplement à toutes les données que vous mettez sur votre profil Facebook, bien entendu. Il faut pas se voiler la face. Ces données sont exploitées commercialement sans même que vous vous en rendiez toujours compte. Alors, bien entendu, le niveau de risque, le niveau de préjudice augmente. Alors, la question qui se pose, est-ce que le droit à la vie privée existe lorsqu'on divulgue ou lorsqu'on collecte des données à caractère personnel sur Internet? La réponse est très clairement oui. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, Internet n'est pas un no man's land juridique, bien entendu. Lorsque vous divulguez ou collectez ou traitez des données sur Internet, bien entendu, les législations, la réglementation en matière de vie privée s'appliquent. Est-ce que le droit à la vie privée est respecté sur Internet? Là, je dois vous avouer que je préfère jouer mon joker et pas vous répondre très clairement parce que entre la réalité juridique et la réalité pratique, je pense qu'il y a une marge relativement appréciable qui va dépendre d'un opérateur à l'autre. Certaines entreprises jouent le jeu du respect de la vie privée, d'autres peut-être un peu moins, voire beaucoup moins. Mais néanmoins, il n'empêche pas pour autant que vous disposez de ce droit et que vous pouvez
le cas échéant, faire valoir ses droits en justice. Alors, ces droits, ils s'appliquent non seulement pour les grandes entreprises ou les grosses administrations qui traitent des données à votre égard, mais n'oubliez pas que vous-même, parfois, traitez des données à caractère personnel à l'égard d'autrui. J'aurai l'occasion de donner l'un ou l'autre exemple, et c'est clairement le cas lorsque vous mettez des informations sur votre profil ou sur votre site web concernant autrui, des informations soit textuelles, soit tout simplement des photos ou des images. Ce sont des données à caractère personnel, et là, théoriquement, vous êtes censé respecter les obligations en matière de vie privée. Alors, bien entendu, parler de vie privée, c'est un bien grand mot, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les droits qui sont reconnus à la personne, la personne dont les données sont traitées? Quelles sont les obligations qui pèsent sur la personne qui va traiter, c'est ce qu'on appelle le responsable du traitement, qui va traiter ces données à caractère personnel? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation. Mais toujours en vue d'illustrer évidemment les dangers potentiels. Alors bien sûr, ils sont peu fréquents, mais ils peuvent arriver, et si ça vous tombe dessus, ça peut faire évidemment très mal. C'est simplement l'affaire de Star Wars Kid. Alors les Canadiens qui nous écoutent doivent bien entendu connaître cette affaire. Donc ce jeune Gillian Hadza, et là nous sommes sur le slide 7, et vous allez voir qu'il y a toute une série d'images qui vont se succéder. Gillian Hadza, donc canadien, qui en 2002-2003, dans ces années-là, retour des Star Wars, du film Star Wars, a eu la bonne idée, on a tous à un moment ou à un autre, un moment de délire, et a eu la bonne idée de se filmer. Il était tout seul dans le studio de son école, et il s'est filmé en faisant, tel un Jedi, une petite danse héroïque, imitant Luke Skywalker en plein combat. Alors, ce Gillian Hadza, voilà, après son petit délire de 30 secondes, quitte le studio et n'a pas oublie tout simplement de retirer la cassette du lecteur, enfin de la caméra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelques jours après, ses copains d'école tombent sur cette cassette, trouvent ça génial et n'ont aucune autre idée, aucune autre bonne idée que de mettre cette cassette, ou en tout cas ce fichier, sur un logiciel peer-to-peer bien connu à l'époque. Alors, cette vidéo exceptionnelle a fait le buzz. Il a été consulté extrêmement rapidement à des centaines, voire des millions de fois. Alors, vous l'avez bien compris, ce garçon, ce pauvre malheureux, Gillian Hadza, a fait l'objet de la risée de tous ses copains d'école, de toutes les personnes, voire même du monde entier, puisque la vidéo avait été consultée par des internautes partout dans le monde. L'histoire raconte, je n'ai pas pu le vérifier, peut-être que les Canadiens en savent un peu plus par rapport à ça, mais c'est pas tellement ça l'important. L'histoire raconte qu'il a dû être retiré d'école, qu'il a fait une dépression carabinée. Mettez-vous simplement à sa place. Bien malgré lui, bien entendu, jamais il a demandé à ce que cette vidéo se retrouve sur Internet, soit consultée. Et en plus de ça, si vous faites défiler les images, vous allez voir que ça a fait l'objet de toute une série de variantes, de petits films aussi amusants les uns que les autres, mais considérés à tout le moins comme dégradants pour Gillian Hadza, faisant l'objet de la risée évidemment de tous ses camarades. Voilà, il y a Gillian Hadza, il était Tubis, et on a même Gillian Hadza et Oussama Ben Laden. Gillian Hadza, on vendait ses vêtements même sur Internet, il a fait l'objet de revues, etc. Bref, bien entendu, d'un point de vue juridique, Gillian Hadza avait le droit d'interdire le traitement de ces données à caractère personnel. Donc concrètement, le fait que cette vidéo ait été diffusée sans finalité particulière dans le cadre de l'Internet, à tout le moins, il en a subi un préjudice énorme. Et vous savez que pour ça, Internet est un outil redoutable qui peut faire que, bien sûr, une vidéo postée peut être visionnée par personne, mais parfois le buzz, et on ne sait pas exactement pour quelle raison, peut démarrer, et alors là, le préjudice peut être gigantesque. Alors, d'autres exemples, je pense qu'il ne faut pas vous faire de dessin, mais la plupart des réseaux sociaux, n'oubliez quand même jamais une chose, c'est que la toute grande majorité des revenus, donc du chiffre d'affaires de ces réseaux sociaux, est liée à l'exploitation des données à caractère personnel, de vos données à caractère personnel, qui sont soit collectées directement par le réseau social,
soit que vous fournissez volontairement, sans même vous rendre compte, tout simplement parce que vous alimentez votre profil et que sur ce profil, vous allez mettre des informations vous concernant, des informations concernant des amis, des connaissances, concernant votre job, vos vacances, etc. Et ce sont des informations qui ont une valeur commerciale énorme. Alors, la question évidemment qui se pose, et pour laquelle je ne vous apporterai pas de réponse, même si j'ai ma petite idée, c'est est-ce que vous êtes certain que l'exploitation qui est faite de vos données fournies dans le cadre des réseaux sociaux respecte bien la politique vie privée telle qu'elle est annoncée par ces réseaux sociaux? Est-ce que ces politiques vie privée respectent bien la réglementation en matière de vie privée? Là, la question est évidemment extrêmement pertinente. Je n'ai pas la réponse et je n'ai pas envie de viser l'un ou l'autre réseau social en particulier, mais c'est une question que vous devez vous poser parce que peut-être que la réponse n'est pas systématiquement oui. Alors, un autre exemple, c'est l'exemple de la bourgmestre d'Alost. Donc, c'est une ville ici, une ville flamande ici en Belgique. Bourgmestre d'Alost qui, lors de vacances privées avec son compagnon, n'a eu, et cet exemple est un peu cocasse, n'a pas eu d'autre bonne idée que de, j'ai envie de dire, s'envoyer en l'air en haut d'une tour d'un château en Espagne qui se visitait publiquement. Alors bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, d'autres visiteurs qui étaient un petit peu plus loin, voyant la scène, filment cette scène, sans connaître bien entendu cette dame en question, et puis poste cette vidéo sur Internet, sur les plateformes Web 2.0. Cette vidéo aurait circulé pendant des années sans que personne n'identifie la bourgmestre d'Alost, mais vous voyez que même sur Internet, le monde est tout à fait petit. Il y a une grosse année d'ici, quelqu'un est tombé tout à fait par hasard sous cette vidéo, a reconnu la personne en question, et en Belgique, en une demi-journée, cette vidéo a été diffusée sur tous les quotidiens, a fait le buzz, on en a même parlé aux journaux télévisés le soir. Alors, bien entendu, c'était pas tellement le but de cette dame de se retrouver dans son plus simple appareil, ainsi exposé à l'ensemble des internautes belges et même en dehors du territoire. Mais là, encore une fois, même s'il est vrai que ça pose question de l'acte qu'elle a posé dans un endroit public, à tout le moins, le fait de diffuser cette vidéo sur Internet est clairement une violation de son droit à la vie privée et théoriquement, elle est à même de demander la suppression de cette vidéo, même si d'un point de vue pratique, on le sait, une fois qu'une information est sur Internet, pour la faire disparaître, ça devient extrêmement difficile. Alors un autre exemple qui montre que Internet peut poser aussi certaines difficultés au regard de votre droit à la vie privée, c'est simplement lorsque vous recherchez du travail. Lorsque vous recherchez du travail, vous allez envoyer un CV, une lettre de motivation au responsable des ressources humaines de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Et il est clair que maintenant, de plus en plus, de responsables des ressources humaines consultent l'Internet pour faire en sorte de faire une comparaison entre la manière dont vous vous présentez dans votre lettre de motivation et sur votre CV et l'information qu'il va trouver à votre égard sur Internet. Alors la question évidemment qui se pose, c'est est-ce que les informations qu'il va obtenir sur Internet sont véritablement des informations représentatives de votre compétence, de votre expérience, de votre personnalité. Rien n'est moins sûr s'il tombe sur des photos de votre dernier gamin qui a dégénéré et qui malheureusement se trouve sur Internet, bien entendu, pour avoir une vision un peu différente de celle que vous donnez tout simplement dans votre CV, avec le risque évidemment que votre CV prenne la voie verticale, donc directement dans la poubelle, alors même que vous n'avez pas été à même de vous expliquer et de replacer le contexte dans lequel tout ça s'est fait. Donc voilà un exemple de risque possible. Donc, bien entendu, vous disposez d'un droit à la vie privée, mais en tout cas, un conseil énorme que je dois vous donner, c'est soyez vigilants et lorsque vous divulguez de l'information vous concernant, voire concernant des tiers, sur Internet, faites-le bien entendu avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'intelligence et de responsabilité, car Internet est un outil redoutable et certes, toute une série d'informations circulent et n'intéressent personne, mais un jour ou l'autre, pour une raison ou une autre, peuvent commencer à être tagués, diffusés et faire l'objet de difficultés. Et là, bien entendu, pour faire marche arrière, cela devient extrêmement difficile.
Bien, alors maintenant, je voudrais revenir peut-être plus terre à terre sur les droits qui sont applicables en matière de vie privée. Alors, la réglementation, et particulièrement au niveau de l'Union européenne, prévoit très clairement que dès que il y a un traitement de données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, la réglementation en matière de vie privée s'applique. Ce qui veut dire que concrètement, dès lors que vous collectez, que vous utilisez, que vous traitez via Internet, que ce soit via l'envoi d'emails, des formulaires de demande d'enregistrement, des formulaires de commande, des formulaires d'inscription à des jeux concours, ou tout simplement en exploitant des informations qui sont disponibles sur des sites web, sur des blogs, sur des profils de réseaux sociaux ou autres, bien entendu, vous faites clairement du traitement automatisé. Lorsqu'on est sur Internet, vous faites toujours du traitement automatisé de données à caractère personnel et la réglementation s'applique. Alors, il est important quand même d'expliquer ce qu'on entend par données à caractère personnel. Alors, la législation définit d'une manière extrêmement large cette notion de données à caractère personnel, puisque ça vise non seulement toutes les données qui identifient directement les personnes, mais ça vise aussi toutes les données qui indirectement permettent d'identifier une personne, alors indirectement, parce que si cette donnée est recoupée avec d'autres données, de la sorte vous pourriez être à même d'identifier la personne en question. Ce qui veut dire que très concrètement, dès lors que vous collectez et traitez des données telles que le nom ou prénom de personne, les adresses géographiques ou les adresses électroniques, des numéros de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un numéro de registre national, un numéro d'entreprise, un numéro d'immatriculation quelconque, et notamment d'un véhicule, des données bibliographiques, des données professionnelles, etc. Ce sont très clairement, systématiquement des données qualifiées de données à caractère personnel pour lesquelles la loi s'applique lorsqu'il y a traitement. Et alors, sur Internet, bien entendu, ça vise aussi toutes les données qui sont soit collectées volontairement, soit toutes les données qui seraient collectées à l'insu des personnes. Et très clairement, notamment, les données qui sont collectées par le biais de cookies sont là aussi des données qualifiées de données à caractère personnel et qui peuvent donner lieu à application de la loi. Donc, lorsque vous utilisez des cookies, bien entendu, la loi en matière de vie privée s'applique. Alors, la loi s'applique dans ces conditions-là. Simplement, je voudrais quand même vous dire que parfois, il y a des exceptions qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire, la loi dit, dans certaines hypothèses, la réglementation en matière de vie privée ne s'applique pas. Alors, un exemple, c'est l'exception globale, donc qui fait que la loi ne s'applique jamais lorsqu'on a des traitements qui sont effectués par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. Alors, l'exemple très concret, c'est si vous avez une petite base de données, donc tout simplement un carnet d'adresses sur votre ordinateur, dans votre messagerie, sur votre smartphone, bien entendu, c'est du traitement de données, théoriquement, du traitement de données à caractère personnel, mais là, la loi ne vous oblige pas à respecter l'ensemble des obligations, telles que notamment informer les personnes qui se trouvent dans votre carnet d'adresses pour leur dire que peut-être vous allez utiliser leur numéro de téléphone pour les inviter au prochain barbecue ou à la prochaine fête de famille. Bien entendu, on est là dans le cadre d'activités exclusivement personnelles ou domestiques, et dans ce cadre, la loi ne s'applique pas. Alors la question, évidemment, s'est posée, oui, mais qu'en est-il lorsqu'on traite des données relativement personnelles ou domestiques et qu'on est sur Internet? Parce que quelque part, ça peut se faire évidemment sur des sites fermés, des sites purement personnels. Et là, je voudrais revenir sur un arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2003, lorsqu'un arrêt certes européen, mais extrêmement utile d'enseignement. Et la question qui s'est posée, l'affaire est un peu cocasse, donc c'est une dame suédoise qui donne des cours de catéchisme, et il est vrai que dans le cadre de ces cours de catéchisme, elle a aussi à côté suivi des cours de développement de sites web, et elle s'est dit, ben, autant mettre à profit ce cours de développement de sites web pour
pour faire un petit site web dédié au catéchisme. Et lorsqu'elle a développé ce site web, elle n'a pas eu d'autre idée que, bien entendu, mettre des informations relatives à l'ensemble des papas et mamans catéchistes. Et l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a en plus indiqué que telle maman catéchiste n'était pas disponible pendant quelques semaines, tout simplement parce qu'elle a eu un accident, elle a la jambe cassée, la jambe dans le plâtre. Alors, petite parenthèse, il s'agit là en fait de données relatives à la santé, qui sont des données qualifiées de sensibles au sens de la réglementation relative à la vie privée, et qui nécessitent nécessairement un consentement express de la personne concernée pour pouvoir le traiter, ce que la maman catéchiste qui a développé le site web n'avait pas fait. Alors je ne sais pour quelle raison elle se retrouve attaquée et retrouvée attaquée par l'autorité en matière de protection des données suédoise, se retrouve devant le juge. Et l'avocat de cette dame dit, mais attendez, on doit quand même pouvoir invoquer, c'est un petit site web très personnel, c'est quand même pas commercial, c'est pas grand public, et donc on doit pouvoir invoquer l'exception globale pour activités exclusivement personnelles ou domestiques, et demande que pour ce cas de figure-là, la loi ne s'applique pas. Alors le juge suédois, un peu embêté par la question, décide de poser la question préjudicielle au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous passe les détails, mais très clairement la Cour de justice de l'Union européenne a répondu que même lorsqu'on est dans un site web qualifié de personnel, donc réduit, pour lequel il n'y aura pas peut-être beaucoup de consultations, ce site web doit très clairement respecter la loi sur les données à caractère personnel, et un site web ne bénéficie donc pas de l'exception pour activités exclusivement personnelles ou domestiques. Excusez-moi. Alors, évidemment, ça pose la question, et là, je ne connais pas d'affaires récentes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais à tout le moins, personnellement, je ne connais pas, mais ça pose la question, évidemment, de tous les traitements de données à caractère personnel que vous faites dans le cadre de votre profil sur les réseaux sociaux. Vous n'ignorez pas que sur les profils, vous traitez des données vous concernant, puisque vous allez fournir des données vous concernant, mais vous allez aussi mettre des informations sur des connaissances. Et là, très clairement, vous faites un traitement de données à caractère personnel, et quelque part, vous seriez tenu de respecter les droits et obligations prévus par la réglementation et que nous allons voir. Alors au niveau de la Belgique, mais là, ça va changer d'un pays à l'autre, la Belgique ne s'applique aux données à caractère personnel liées aux personnes physiques. Vous pouvez traiter librement des données à caractère personnel liées à des personnes morales, à des sociétés. Alors, c'est bien beau de dire que la loi s'applique, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La loi nous dit, lorsqu'on traite des données à caractère personnel, il faut respecter la licéité, la légalité de ces traitements. Alors, ce que je vais vous expliquer va peut-être paraître un petit peu barbare, mais la traduction un peu simple que je pourrais faire, c'est que lorsque vous traitez des données à caractère personnel, vous devez dire quelles sont les données que vous traitez et ce que vous allez faire avec. C'est ce qu'on appelle les finalités. Quels sont les objectifs? Pourquoi traitez-vous ces données à caractère personnel? Est-ce que c'est uniquement dans le but de répondre à une question qui vous serait posée par email ou par un formulaire d'information? Est-ce que c'est dans le but de traiter une commande? Est-ce que c'est dans le but de vendre ces données à des tiers pour faire du marketing direct? Ce sont toutes des finalités qui sont extrêmement différentes, certaines peu attentatoires, d'autres un peu plus préjudiciables, mais une chose est certaine, c'est que la loi dit vous devez dire ce que vous faites, et la loi dit aussi vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez dit que vous faites. Voilà un peu en résumé ce que dit la loi. Alors concrètement, ça se traduit par le principe de finalité des traitements, puisque le législateur dit tout traitement doit poursuivre une finalité qui est déterminée, qui est explicite et qui est légitime. Alors une finalité déterminée et explicite, c'est ce que je viens de vous dire. Vous devez dire concrètement ce que vous allez faire. Il faut l'expliquer, il faut le traduire en mots dans une politique vie privée. Vous devez dire concrètement ce que vous allez faire avec les données à caractère personnel, quels sont les objectifs poursuivis. Et il faut en plus que ce traitement soit légitime, c'est-à-dire tombe dans une des hypothèses prévues par la loi pour légitimer ce traitement. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va rentrer dans un niveau de complexité un peu trop élevé par rapport à l'objectif de ce cours, mais retenez seulement que lorsque vous traitez données à caractère personnel dans le but d'exécuter un contrat,
là, c'est une cause légitime. Vous pouvez, bien entendu, si un internaute commande en ligne sur votre site web, vous pouvez demander son nom, son adresse de facturation, son adresse de livraison, son adresse email pour confirmer la commande, éventuellement son numéro de téléphone. Ce sont des données qui sont utiles, qui sont nécessaires à l'exécution d'un contrat. Vous pouvez aussi, et c'est une deuxième cause de légitimation, toujours traiter des données à caractère personnel si vous avez le consentement de la personne. Si vous indiquez les finalités et les données que vous allez collecter et traiter et que la personne vous donne ce consentement, bien entendu, c'est une cause légitime de traitement. Alors un autre principe aussi à respecter, c'est le principe de qualité des données. Je vais y revenir. Alors je vous disais, les données à caractère personnel doivent poursuivre le principe de finalité déterminée et explicite. Alors je voudrais simplement vous donner un exemple qui s'est vu ici au niveau de la Belgique. À l'époque, on a constaté qu'une administration qui s'occupait de l'immatriculation des véhicules, mais manifestement, cette administration systématiquement revendait, transférait les données qu'ils obtenaient dans le cadre de l'immatriculation des véhicules, revendait ces données à des concessionnaires automobiles, et ces concessionnaires faisaient de la publicité systématiquement quelques semaines après l'immatriculation d'un véhicule. Donc, si vous achetiez par exemple une voiture de gamme X, comme par hasard, quelques semaines après, la personne qui venait d'acheter cette voiture de gamme X recevait de la publicité pour une voiture de gamme Y, mais qui était une gamme comparable. Alors, bien entendu, le problème, c'est que cette administration, en réalité, n'a jamais annoncé le fait qu'elle vendait ses fichiers à des concessionnaires automobiles, et ça ne rentrait pas dans ses missions légales. Donc, le législateur n'a pas permis, ou en tout cas à l'époque, la réglementation relative à cette administration ne lui permettait pas de traiter les données à des fins commerciales ou à tout le moins à revendre ces données. Et donc, ce qu'a fait cette administration, c'est un outrepassement, elle est allée au-delà des finalités prévues légalement ou annoncées, et donc elle a été condamnée à ce titre. Alors, ce qu'aurait dû faire en réalité l'administration pour légitimer ce type de traitement, c'est que lorsque la personne qui arrive au guichet pour immatriculer son véhicule, elle aurait dû prévoir un petit formulaire expliquant que voilà, la personne qui veut immatriculer son véhicule peut, si elle le souhaite, donner son consentement pour le transfert de ces données à des concessionnaires automobiles dans le but de recevoir de la publicité. Et dans ce cas-là, le traitement aurait été légitime. Alors un autre exemple que je souhaiterais donner et qui découle d'un avis de la Commission de protection de la vie privée belge, déjà de 2000, mais qui est certainement toujours valable aujourd'hui. La Commission de protection de la vie privée avait considéré que le fait de collecter des adresses de courrier électronique à l'insu des individus sur Internet et c'est une condition cumulative, et le fait de les utiliser à des fins de marketing direct, donc à des fins commerciales, à des fins publicitaires, elle a considéré que tout ça n'était pas proportionné et donc n'était pas légitime et donc était illégal. Alors j'insiste, ça vise quoi? Ça vise les sites qui vont collecter des adresses e-mail à l'insu des personnes, c'est-à-dire il y a des petits logiciels qui permettent d'aller pomper toutes les adresses e-mail qui traînent sur les profils, sur les sites web, sur les blogs ou autres. Et puis ces personnes, bien entendu, qui avaient mis ces informations sur Internet, se sont vues spammer encore un peu plus le lendemain. Alors ça me permet de faire une réflexion essentielle. C'est pas parce que vous mettez des informations sur votre site web, et donc d'une manière quelque part publique, que ça permet à n'importe qui de faire n'importe quelle utilisation de cette information. Donc c'est pas parce qu'une information est publique que automatiquement n'importe qui peut l'utiliser d'une manière, sans limite. La législation vie privée dit si vous souhaitez collecter des données et traiter des données à caractère personnel, il faut toujours indiquer les finalités de ces traitements de ces données. Voilà donc, retenez essentiellement, si vous traitez des données à caractère personnel, vous devez dire ce que vous faites et vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez dit. Alors si un jour vous souhaitez faire un petit peu plus, et dans ce cas-là, il faut annoncer les nouvelles finalités, c'est quelque chose qui est essentiel.
Alors à l'inverse, évidemment, la personne concernée, c'est la personne dont les droits, dont les données, pardon, à caractère personnel sont traités, a bien entendu des droits. Alors ces droits, c'est un droit à l'information, et notamment, la personne dont les données sont collectées, il a droit, au plus tard, au moment où ces données sont collectées, il a droit à recevoir des informations telles que les coordonnées du responsable du traitement, les finalités, je vous en ai suffisamment parlé, les finalités du traitement, donc les objectifs poursuivis par le traitement des données, et il doit aussi, cette personne doit aussi recevoir une information selon laquelle elle a le droit de s'opposer à tout moment à ce que ces données soient traitées à des fins de marketing direct. À tout moment, même si vous aviez au préalable donné votre consentement, vous pouvez vous opposer à ce qu'on utilise vos données pour faire du marketing direct. Alors du marketing direct, c'est quoi? C'est vous envoyer un courrier papier publicitaire, c'est vous envoyer un email publicitaire ou utiliser d'autres moyens de communication pour faire ce type de marketing de promotion. Alors, comment fournir cette information? Le législateur est assez souple et laisse le soin aux responsables de traitement d'utiliser les moyens technologiques les plus appropriés pour donner cette information d'une manière claire et transparente. Alors, le mieux, évidemment, lorsque vous êtes sur Internet, et tous les sites sérieux font ça, c'est d'avoir une politique vie privée, une privacy policy, idéalement disponible, avoir un hyperlien sur toutes les pages du site, et particulièrement sur les pages du site sur lesquelles vous collectez des données à caractère personnel, telles qu'un formulaire de commande, un formulaire pour répondre à des questions, ou un formulaire d'inscription à un jeu concours, ou autre. Alors là, c'est extrêmement important puisque dès lors qu'il y a collecte de données à caractère personnel, la personne doit savoir exactement ce qu'on fait avec ces données et il faut lui donner la possibilité, en cliquant sur cette privacy policy, d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un préalable nécessaire et obligatoire. Un autre droit qui est reconnu, et là nous sommes au slide 16 pour ceux qui ne suivraient pas, un autre droit qui est reconnu à la personne concernée, c'est un droit d'accès et de rectification. C'est-à-dire que souvent, les personnes s'interrogent, tiens, comment ça se fait que telle administration, que telle entreprise, que tel individu me contacte, je n'ai jamais eu de contact préalable avec lui, comment se fait-il qu'il a mes coordonnées? Et donc, vous avez, vis-à-vis de n'importe qui, la possibilité de le contacter pour lui demander si oui ou non des données à votre égard, des données vous concernant, sont traitées. Vous avez la possibilité de demander quelle est l'origine des données, comment il a obtenu ces données, et vous avez la possibilité de demander, si nécessaire, la rectification de données qui seraient inexactes, l'effacement de données qui ne seraient plus nécessaires, parce qu'elles ne sont plus nécessaires par rapport aux finalités qui étaient annoncées au départ. Donc ce sont des droits qui vous sont reconnus, et le responsable du traitement a l'obligation de réagir et, si nécessaire, d'effacer ces données. Pour autant, évidemment, que le traitement ne soit plus justifié. Maintenant, il faut reconnaître qu'en pratique, c'est un droit assez difficile à mettre en œuvre sur Internet, parce que, comme vous le savez, dès lors que vous avez des données qui traînent sur Internet, il est techniquement extrêmement difficile de faire en sorte que ces données disparaissent à jamais. Alors un autre droit qu'on reconnaît aussi à la personne concernée, c'est le droit d'opposition. Ça découle de la législation en matière de vie privée qui permet à toute personne de toujours s'opposer, sans justification, gratuitement, au traitement de ces données à caractère personnel. Alors je vous ai dit que le responsable du traitement doit donner l'information quant à ce droit, mais en plus, en pratique, à tout moment, vous pouvez exercer ce droit. Alors, en lien avec ça, il y a une autre réglementation qui s'applique spécifiquement à l'utilisation du courrier électronique à des fins publicitaires, à l'utilisation du fax et des automates d'appel à des fins publicitaires. Et dans ce cadre-là, le législateur a mis en place le principe que l'on appelle le principe de l'opt-in, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un souhaite utiliser une adresse de courrier électronique en vue de faire de la publicité, il ne peut le faire que s'il a obtenu au préalable le consentement libre, spécifique et informé de la personne concernée. Donc, il faut clairement dire à la personne pour laquelle on collecte l'adresse de courrier électronique, il faut clairement lui dire qu'on va utiliser son adresse de courrier électronique à des fins publicitaires et la personne doit dire oui. Alors, attention, ce consentement doit être libre, donc il ne faut pas le conditionner à un cadeau ou le forcer à l'un ou l'autre service gratuit.
Et ça pose aussi la question de la case oui qui est précochée. On voit beaucoup de sites web où vous avez le petit formulaire qui collecte votre adresse email, et puis en dessous vous avez une petite mention qui dit j'accepte que mon adresse email soit utilisée à des fins publicitaires. Si cette case est précochée, à tout le moins en Belgique, nous considérons que le consentement n'est pas libre. Et donc, en fait, la case doit être précochée, et c'est celui qui va donner son adresse email qui doit en plus aller cocher la case pour bien marquer son accord à l'utilisation de ces données à caractère personnel à des fins publicitaires. Alors il faut bien entendu que ce consentement soit informé. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'information doit être claire, directement compréhensible. Et nous, à tout le moins en Belgique, nous estimons que si cette information est diluée dans les conditions générales du site, cela ne suffit pas. Nous exigeons que cette information soit indiquée à l'endroit où on va collecter l'adresse email pour que la personne prenne bien conscience qu'en donnant son adresse email, il va y avoir une utilisation de cette adresse email à des fins publicitaires, et c'est dans ce cadre-là qu'il doit accepter. Alors une dernière petite réflexion, c'est que si un jour vous avez donné votre consentement, rien ne vous empêche par la suite de revenir sur votre consentement, et vous pouvez le faire unilatéralement. Vous pouvez à tout moment dire « Ok, jusqu'à aujourd'hui, j'ai accepté que vous m'envoyiez de la publicité, mais dès à présent, pour l'avenir, je refuse. » Donc c'est l'opt-out, je ne veux plus que vous m'envoyiez des publicités à des fins publicitaires, des courriers électroniques à des fins publicitaires. Alors, ce droit d'opposition qui existe toujours, même si on a donné un consentement préalable, celui qui utilise votre adresse de courrier électronique doit vous en informer et doit mettre à votre disposition un moyen facile de pouvoir vous opposer. Voilà, j'en ai terminé pour le chapitre relatif à la vie privée. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans le cadre de la vidéo relatif au chapitre 2, qui va cette fois traiter du respect des droits d'auteur.